ménagère, assainissement municipal, enlèvement et utilisation des boues et ordures ménagères. Et à partir des années 30, ça devient enlèvement et élimination ou destruction des déchets ménagers. Et là, c'est vraiment le basculement qui montre que ce vocabulaire est vraiment fondamental. Et du coup, si je peux répondre là-dessus, c'est vrai qu'il y a des villes qui sont vraiment connues pour avoir une politique zéro déchet, qui du coup commencent à inverser un petit peu cette tendance-là, puisqu'ils arrivent à valoriser leur matière, notamment par exemple en faisant du compost avec les matières organiques, qui ensuite ils peuvent revendre aux agriculteurs qui en fait sont très friands de cette matière-là, en essayant de valoriser certaines matières. Et donc maintenant on commence à avoir dans quelques villes des systèmes comme ça qui permet en fait de valoriser ces matières-là, ce qui en plus est assez intéressant parce que du coup ça fait baisser le coût d'enlèvement des ordures en fait dans ces villes. Juste pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur les mâches-fer, c'est une sorte de gros cendrier avec tous les imbrûlés, et ils sont enfouis dans des décharges de classe, qu'on a fait autrefois des décharges de classe 1, qui ne sont pas des décharges réservées aux déchets ménagers, mais aux déchets industriels toxiques. Alors je ne sais plus si c'est 200 ou 300 € la tonne. Voilà. Et puis il y a les imbrûlés et les réfiums, qui eux contiennent tous les métaux lourds. Parce que quand vous voyez des grands panaches blancs, là, quand vous prenez le métro, le panache blanc c'est de la vapeur d'eau, c'est pas un problème. Le problème c'est qu'est-ce qui est dans la vapeur d'eau. Et c'est là que vous allez retrouver des métaux lourds. Même s'il y a des normes d'émission qui sont respectées, je crois qu'il y a à peu près 10 critères, je vous l'ai dit ce matin, 10 critères sur tel métaux lourd, sur tel acide, ces critères, certes, même si on les respecte, après ils se concentrent. Ils se concentrent, même si dans le flux, ces déchets, enfin ces polluants sont filtrés dans une certaine mesure, ils n'empêchent, ils vont quand même se concentrer à un moment ou à un autre dans la chaîne trophique, par exemple. Je pense que... Alors, sur les modes de collecte et de traitement de déchets, donc sur les déchets ménagers et assimilés, donc je reprends, c'est notre poubelle, plus la poubelle du restaurant d'à côté. Je traduis en capille de commerce, ça va plus vite comme ça. Donc là, c'est qui est concerné? C'est le consommateur qui transfère sa responsabilité à la collectivité territoriale d'après la loi de 75. Parce qu'avant la loi de 75, il n'y a pas d'obligation pour le maire. Le maire fait ce qu'il veut. Il n'y avait pas d'incinérateur, il y avait mieux, enfin c'est une boutade. C'est-à-dire qu'il y avait un camion, c'était même pas une benne, qui prenait les déchets, ils allaient dans un terrain vague, ils mettaient du fioul, ils mettaient une allumette, et c'était du brûlage sauvage. Saint-Ouen, nord de Paris, je crois que c'est à peu près... L'incinération, en France, ça commence début XXe siècle. Mais ça a été refusé au départ parce que c'était considéré comme une perte de matière. Voilà. Et c'est quand on a découvert la possibilité de valoriser énergétiquement les produits que l'incinération est rentrée en masse et s'est développée à Paris, à Lyon. Le premier exemple de chauffage urbain par incinération des ordures ménagères, c'est Villeurbanne, dans le quartier des gratte-ciel, que vous connaissez peut-être, qui est un quartier très emblématique de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture, mais aussi des déchets. Voilà. Et je crois que les buttes de Chaumont sont une ancienne décharge. Alors, pas toutes les buttes de Chaumont. Une partie des buttes de Chaumont accueillait la voirie de Montfaucon. Alors, on ramenait non pas des bouts de rue, mais des vidanges issus des fosses d'aisance, dans des urines et des excréments, qu'on transformait en engrais. Et puis c'est là où il y avait le chantier d'équarrissage de la ville de Paris, dans lequel on transformait les chevaux morts. Et donc toutes les parties des chevaux morts étaient utilisées pour différentes choses, même les asticots pour la pêche à la ligne. Et la nourriture des poules. Bon appétit. Alors, pour le déchet ménager, c'est la collectivité territoriale qui, d'après la loi de 1975, rend responsable de la collecte et le traitement des déchets ménagers, la commune. La commune, elle est trop petite pour supporter le coût fixe, comme pour le traitement de l'eau, donc la commune va demander l'autorisation à pouvoir se marier avec d'autres communes, et c'est là qu'on verra apparaître ce qu'on appelle l'intercommunalité, parce que ce sont des activités à rendement croissant, ce qu'on appelle des monopoles naturels. Il n'y a pas de place pour 3 incinérateurs, il y a de la place pour un incinérateur, pour un tonnage donné. Donc, pour les déchets ménagers assimilés, le consommateur va se faire collecter les déchets. Bon, il y a un pré-tri théoriquement au domicile, mais c'est chaque commune qui fait ce qu'elle veut, entre guillemets. Elle a des obligations, mais bon, ça c'est son contrat avec Ecoemballage par exemple. Et puis après, il y a une autre plateforme de tri. Donc il y a le consommateur qui collecte d'une manière sélective,
Et après, il y a encore une plateforme de tri. Ce qui part en récupération-recyclage, aujourd'hui, par rapport au DMA, c'est à peu près 26% du gisement. Pour information, en 89, en France, c'était 4%. Voilà, ça voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Incinération, valorisation énergétique, c'est 31% du gisement de déchets ménagers assimilés. Il reste quand même 1% sans valorisation énergétique. Ce sont des incinérateurs qui ne font que, comme des vieilles étoiles qui attendent de s'éteindre de leur propre mort. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun préfet qui délivrera une autorisation pour installation classée pour un incinérateur dans lequel on ne récupérerait pas d'énergie. Dans cette énergie, on chauffe de l'eau, on la fait bouillir, soit ça devient du kilowattheure, soit ça devient un réseau vapeur, et c'est ce qu'on appelle de la cogénération. Voilà, ensuite, il y a une partie méthanisation-compostage. On prend la partie organique fermentescible. Alors, elle est assez répandue en milieu périurbain et rural, de par des questions d'urbanisme. Bon, c'est sûr que c'est plus facile à mettre en place dans des zones avec un certain niveau de vie, avec un certain âge, et dans un espace relativement rural. Enfin, ce sont des études que mes collègues sociologues et urbanistes certainement connaissent mieux que moi, mais ma modeste expérience d'élu m'a laissé penser que c'était quand même plus facile de trier ces déchets en habitat horizontal, hein, où on a un peu plus d'espace, qu'au fin fond du premier arrondissement de Paris, par exemple. Ou à la cité, dans certaines cités, dans l'université, à côté de l'université où j'enseigne depuis 24 ans déjà. Donc c'est un peu plus compliqué. Et bien sûr, il y a encore enfouissement technique, 27%, alors que la loi de 1992, la ministre s'appelait Ségolène Royal. C'est vrai, hein? Si, c'est pas une blague, hein? Mais si, je vous assure que c'est vrai. Pour des raisons politiques, à l'époque, j'étais un peu au courant de la question de déchets. Donc voilà. Et il s'avère qu'il y avait une loi de 2002. Ah non, c'est pas 92, c'est 2002. Non, la loi de 92. La loi 92 dit qu'en 2002 ne pourra être mis en décharge que les déchets utiles. Que le déchet utile. Résultant ou non du traitement d'un déchet qui n'est pas susceptible de valorisation dans des conditions techniques et économiques. Voilà. Et c'est là que l'on a créé la taxe sur l'enfouissement, qui était de 10 francs la tonne à l'époque. 10 francs la tonne. 10 francs, oui. 10 francs, oui. Alors, et on a quand même toujours 27% sur les statistiques 2010, celle-là. Hein. Donc, vous voyez, on a un tiers. Alors, sachez pour votre information, en Grande-Bretagne, l'essentiel va en enfouissement. Je ne sais plus, c'est 70-75%, parce qu'il y a des mines à combler, des carrières à combler. Alors, ça change hein, maintenant, mais vous voyez, chaque pays a son histoire. Pour les déchets industriels banals, c'est qu'ils ressemblent chimiquement à notre poubelle. Ce sont des emballages, des films plastiques en PVC qu'on va trouver chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, d'accord. Quand il y a un grand volume, ça part directement chez un exploitant à la charge du détenteur. C'est-à-dire Carrefour appelle un récupérateur recycleur, et ce qui ne sera pas récupéré recyclé sera incinéré par un incinérateur de type déchets ménagers, parce que ça ressemble à nos déchets ménagers. Par contre, pour le petit bistrot du coin, pour le petit restaurant du coin, pour le petit parfumeur du coin, quand je dis petit, c'est pas du tout péjoratif, c'est en termes de taille de poubelle, dans ce cas-là, c'est le circuit communal. Donc soit c'est le circuit autonome, je me débrouille, pour Carrefour, soit c'est le circuit communal, si je suis un petit commerçant, moyennant une redevance spéciale qui est en voie de disparition. Il y a des débats actuellement. Je crois que l'ORDIF va parler de ça demain à Paris. Alors, sur les déchets industriels spéciaux, j'utilise l'ancienne nomenclature, c'est les déchets toxiques. Hein. Ceux-là, soit ils sont traités directement in situ par la firme, par le chimiste, parce qu'il est autorisé pour faire de la chimie, et pour faire du traitement de déchets. Donc il est 2 fois autorisé par le préfet. S'il ne sait pas faire, il va transférer son déchet toxique, par exemple des bouts d'hydroxyde métallique, il va les envoyer avec un bordereau d'expédition et un bordereau de réception à Veolia, par exemple. Voilà. Alors juste pour l'information, si vous me permettez, je suis très bavard, ça dit bavard. Et juste pour votre information, pourquoi on tient la comptabilité en partie double? Parce qu'il y a un eurodéputé belge qui, dans les années 80, s'est été rendu compte qu'il y avait des déchets qui quittaient les usines qui sont à côté de Marseille. C'était des bouts d'arsenic. Donc le camion allait dans l'usine à Marseille, un grand camion citerne. Il se faisait payer, mettons, je ne sais pas, 200 francs à l'époque, alors qu'on le traitait à 1000 francs chez industriel. Il dit, moi je sais faire.
tu me livres, tu me payes 200 tout de suite, et je vais le traiter à Dunkerque. Dès qu'il quitte l'usine à côté des étangs de Berre, il ouvre la vanne, et il prend l'autoroute, et il arrive à Dunkerque, le camion est vide. Authentique. Et donc, le législateur est arrivé en disant non, non, il nous faut des bordereaux pour les déchets toxiques de l'industrie, il nous faut des bordereaux d'expédition, je viens te contrôler, moi, ingénieur des mines, inspecteur des installations classées de la DREAL, je viens te dire, toi, toi, industrie chimique, qu'as-tu fait de tes déchets? Ah, je les ai envoyés à Pétaouchnok. Où ça, Pétaouchnok? Donne-moi ton bordereau d'expédition. Allô, la DREAL de Pétaouchnok City va vérifier le bordereau de réception. C'est pour éviter que... Parce que dans les années 80, il y avait plus de 50% des déchets toxiques de l'industrie qui n'arrivaient pas dans les centres agréés pour leur traitement. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont balancées en Somalie ou en... bien sûr, bien sûr. Ça existe toujours. Voilà. Voilà. Un camion qui perd sa cargaison. Voilà. Juste pour l'anecdote, et j'arrête après, c'est promis. Hein. Sur l'ensemble des déchets, sur l'ensemble des millions de déchets en France, le taux de recyclage est de 37%, tous déchets confondus, 62% en Allemagne, 58% en Belgique. Hier, j'ai téléphoné à une directrice d'un syndicat intercommunal, je tairai le nom, qui m'a dit que c'était essentiellement dû au problème des déchets des BTP. Il y a des filières avec des responsabilités élargies du producteur qui se sont mises sur les matériaux de construction et dans les démolitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des obligations de récupération dans certains pays qui n'existent pas en France. Et en France, on commence à s'en inquiéter parce que les gravières, là on va extraire le sable, les gravières pour faire du bâtiment, ben, l'île de France est déficitaire et la France est déficitaire. Donc on s'intéresse à ces déchets qu'on balançait dans des décharges de classe 3 qui n'étaient même pas des installations classées jusqu'à il y a 10 ans. Et c'est ça qui explique le grand écart au niveau du taux de recyclage global. Selon les... Non, entre autres. Ouais. J'ai pas passé la nuit parce que j'étais... Moi je sais qu'on est quand même vachement en retard quand même, enfin, surtout à Paris hein, par exemple, oui. On a un taux de recyclage qui est complètement catastrophique, on peut faire vraiment mieux. C'est vraiment un manque de... qu'on ne met pas en place les technologies qui permettent de recycler et le traitement qui permet de recycler ces choses-là. Oui, alors là où je vous rejoins, une chose est Paris, une chose c'est l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire sur les DMA, déchets ménagers et assimilés, c'est à peu près entre 25 et 27% de recyclage de déchets ménagers et assimilés. Ouais. Mais il est possible qu'à Paris, ce soit à moins de 10%. Ah oui, je trouve que sur Paris, vraiment, on est hyper à la fin. Alors que la statistique était de moins de 4% en 1989. Bon, voilà. Donc, et il y a quand même des objectifs à zéro déchet. Hein. Vous savez, un taux de recyclage ou de récupération, de valorisation presque proche de 100%. Oui. C'est quoi la DREAL, monsieur? La DREAL, alors, c'est les DRIR, les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, les DRIR, qui ont fusionné avec les... oh là là, c'était... La DREAL, D-R-E-A-L, Direction Régionale de l'Environnement, de l'aménagement et du logement. De l'aménagement et du logement, qui sont des administrations d'État qui sont déconcentrées au niveau du territoire. Et elles ont pour mission, entre autres, d'autoriser, de contrôler le régime des installations classées. C'est-à-dire que pour ouvrir ou étendre une activité industrielle, il faut une autorisation. Et le préfet va nommer un commissaire au sein de cette administration. Ce commissaire enquêteur va enquêter, il y a une enquête publique, et ensuite on délivrera oui ou non le feu vert.